La traction des deux membres sur table orthopédique est principalement utilisée pour la chirurgie de l'extrémité supérieure du fémur, en particulier des fractures pertrocantériennes. Par rapport au décubitus dorsal simple, elle se distingue essentiellement par la traction sur les deux membres inférieurs, en particulier du côté opéré. Elle pose donc les problèmes de compression du pied par la botte qui tracte ce membre, de contre-appui par une cale périnéale et d'éventuelle élongation du nerf sciatique en cas de traction excessive. De plus, elle est fréquemment associée à l'utilisation d'un appareil d'imagerie en direct qui peut compliquer le positionnement du patient. Les bras sont étendus en croix à l'horizontale. L'absence de compression au pli du coude est vérifiée. L'épaule est en position de relâchement sans adduction et antépulsion excessive qui pourrait léser le plexus brachial. Les deux extrémités inférieures sont maintenues dans des bottes qui doivent être assez serrées pour permettre la traction, sans pour autant menacer la vascularisation des pieds. On utilise donc des bottes solides, fermes et aussi matelassées. Le membre opéré reste dans l'axe du corps. Le membre contralatéral est écarté en abduction non exagérée, de façon à mobiliser aisément l'amplificateur de brillance. Le contre-appui pubien doit prendre appui sur la branche ischio-pubienne, latéralement à la ligne médiane. Il faut éviter cette ligne médiane avec ses risques de compression des organes génitaux externes. Une compression périnéale directe peut entraîner une nécrose des corps caverneux et une neuropathie pudendale avec impuissance. De même, cet appui pubien ne doit pas être positionné trop latéralement à la ligne médiane. Dans ce cas, le risque serait celui d'une compression du nerf obturateur, voire des vaisseaux fémoraux. La traction sera toujours limitée. Une traction excessive peut entraîner une luxation de hanche ou un étirement du nerf sciatique. Une traction unilatérale sur table orthopédique est généralement utilisée pour les interventions sur les fractures de l'extrémité supérieure du fémur. La deuxième jambe est soulevée dans une attelle pour permettre le passage de l'amplificateur de brillance. La flexion de la cuisse est limitée à 90 degrés pour éviter une compression fémorale au pli de l'aine. L'absence de compression du nerf fibulaire au col de la fibula est vérifiée. La jambe surélevée est en situation hémodynamique comparable aux postures de la lithotomie. Le membre supérieur du côté opéré est soit positionné dans une gouttière surélevée, soit maintenu dans un manchon suspendu à l'arceau. Le membre supérieur opposé est allongé sur une attelle. L'amplificateur de brillance s'ajoute à l'ensemble de l'installation. Celle-ci doit permettre une rotation libre du tube pour procurer des images selon deux incidences, face et profil. Ceci impose de surélever la table pour que le tube puisse circuler au-dessous. On vérifiera l'absence de contact avec les membres supérieurs lors de la mobilisation du tube. Lors de l'hémilithotomie pour la chirurgie du genou, jambe pendante, la cuisse du côté opéré est en appui sur une barre spécifique rembourrée. La jambe est pendante. Cette barre à genou doit être placée sous la cuisse, à distance du creux poplité, pour éviter une compression du nerf sciatique ou des vaisseaux fémoraux. Le côté non opéré est surélevé dans une attelle. La flexion de la hanche est limitée à 90 degrés pour éviter la compression fémorale au pli de l'aine. L'absence de compression du nerf fibulaire au col de la fibula est vérifiée. Le membre surélevé est en situation hémodynamique comparable aux postures de la lithotomie. Deux postures sont utilisées pour la chirurgie de l'épaule. La position demi-assise, le décubitus latéral. Le choix est souvent fonction des habitudes des opérateurs.
La position demi-assise s'effectue sur une table orthopédique cassée. L'épaule est dégagée, dépassant du plan de la table, afin de permettre l'accès aux voies d'abord en avant et en arrière. La tête repose sur une têtière. Si l'avant-bras de l'opéré repose à l'horizontale sur une attelle, cette attelle doit être positionnée assez haut pour éviter un abaissement excessif de l'épaule qui peut donner lieu à un étirement du plexus brachial. On vérifiera l'absence de compression du nerf ulnaire au coude sur le rebord de l'attelle. Les membres inférieurs sont placés en légère flexion de hanche pour éviter un glissement du patient. La tête est généralement en rotation opposée au côté opéré. Cette rotation doit être limitée. Une hypovolémie relative liée à la séquestration sanguine dans le territoire déclive, membres inférieurs, peut être à l'origine de bas débit cardiaque et d'hypotension artérielle. Ce problème peut être minimisé par une relative surélévation des membres inférieurs, de même que par l'utilisation de bas de contention élastique ou par un système de compression intermittente pneumatique. Le décubitus latéral strict nécessite deux appuis, pubien et sacré. Un rouleau axillaire afin de protéger le plexus brachial du côté non opéré. Cette installation est fréquente. C'est la première à avoir été décrite. Elle consiste à maintenir le membre supérieur opéré dans une abduction variant entre 30 et 70 degrés selon les besoins, dans une flexion de 10 à 20 degrés. La traction appliquée à ce membre est de 3 à 5 kg en fonction du poids du sujet et de l'acte à réaliser. Cette traction peut être effectuée par un aide dans le but d'éviter les complications neurologiques. Mais il a été démontré que, quelle que soit la position du bras, il existe des contraintes au niveau du plexus brachial, en particulier les racines C5 et C6, qui correspondent aux nerfs musculo-cutanés. Les positions les moins contraignantes seraient une antépulsion de 90 degrés, sans abduction, ou une antépulsion de 60 degrés avec une abduction de 30 degrés, ou une antépulsion de 45 degrés avec une abduction de 60 degrés. Ces postures sont responsables de troubles neurologiques, dans 1 à 20% des cas, selon les auteurs. Ils se traduisent dans la très grande majorité par des dysesthésies au niveau du pouce qui disparaissent pour la plupart dans le premier mois. Les complications définitives sont inférieures à 0,5%. Prévention. Utilisation d'une traction modérée, 3 kg sont souvent suffisants. Durée opératoire inférieure à 1 heure. Les antécédents de chirurgie du plexus brachial, côte cervicale, défilé thoraco-brachial, sont une contre-indication à la traction, car chez ces patients, la tolérance nerveuse à l'étirement